Mon père est un opposant du régime syrien, mais moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Je veux dire, même après avoir fermé le club d'échecs à Dera dans ma ville et m'empêché de continuer ma passion, j'aimais quand même le régime syrien. Même si je détestais arriver tôt à l'école le matin depuis que je suis tout petit, me mettre en rang et répéter le slogan du parti unique Al-Baas en Syrie, Wahda Hurriya Ishtirakiya, dans le froid en plus. Ah, mais j'aimais quand même le régime syrien. Même si aussi je détestais cette matière qu'on appelle études civiques en Syrie et qui consiste à nous apprendre par cœur les atouts apportés par la famille gouvernant la Syrie depuis vraiment qu'on est tout petit. Mais quand même, j'aimais bien cette famille. Mais c'est parce qu'ils nous envoyaient des bus à l'école pour nous ramener à des manifestations, pour qu'on crie et qu'on chante, mais tout ce qu'on veut. Bon, tout ce qu'on veut, c'était plutôt « on t'adore, notre cher président ». Au fait, à ce moment-là, j'avais 10 ans. Je suis né à Dera, ma ville natale, ainsi que la ville natale de la révolution syrienne. Et j'aimerais vous parler de quelques événements que j'ai vécus, que j'ai vus avec mes propres yeux, et non pas à travers la télé. Ah, les enfants. Savez-vous que tout ce basculement en Syrie est causé par des enfants? Oui, des enfants de l'âge de 10 à 14 ans, des enfants de Dera. C'était en février 2011 que des enfants ont écrit sur le mur de leur école « C'est ton tour ». Des enfants qui ont regardé la télé avec leurs parents, qui ont vu ce qui se passait en Égypte et en Tunisie. Vous savez, les enfants, ils aiment bien imiter, nous les grands. Et leur punition était de les arrêter par les polices et de les emprisonner et de les torturer. Et quand je dis torturer, c'est enlever leurs ongles, c'est les électriser. Les parents de ces enfants sont allés voir le chef des polices, ils demandaient leurs enfants, et la réponse du chef des polices à Dera était claire et nette, et je le transmets mot par mot. Oubliez vos enfants et allez en faire d'autres, et si vous ne savez pas en faire, amenez vos femmes et on le fera à votre place. Voici, messieurs, dames, la raison directe, cumulée avec beaucoup d'autres raisons dans le passé, pourquoi les habitants de Dera se sont manifestés le 18 mars 2011, déclenchant la révolution syrienne. Ce jour-là, le 18 mars 2011, c'était un vendredi. C'était le week-end en Syrie. C'est le week-end en Syrie. Donc j'ai fait ma grasse matinée, je me suis réveillé, j'étais en train de faire mes devoirs. Et j'entends des hélicoptères par la fenêtre. C'est anormal, je regarde, ils sont tout près, je cours vers ma mère, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il me dit que ton père vient de partir à une manifestation qui a lieu dans une place qui s'appelle Sahat al-Omari. Donc on descend chez ma grand-mère, on ouvre la télé, mais rien sur les nouvelles. On attend et on attend, puis mon cousin revient de la manifestation. Il nous explique que les manifestants demandaient la libération de ses enfants, mais aussi la libération des prisonniers politiques et la chute du maire de Dera. La réponse était: les hélicoptères que j'ai vus ont atterri dans le stade de Dera. Des gendarmes habillés en noir, qui sont apparemment spécialisés pour ce genre de situation, ont descendu et ont couru des kilomètres jusqu'au lieu de la manifestation. Et la première chose qu'ils font, c'est ouvrir le feu. Ce premier jour, 2 morts sont tombés et 4 blessés. Je sais, 2 morts, ce n'est pas un nombre choquant aujourd'hui. Mais croyez-moi, à cette époque, c'était un nombre très très choquant pour Dera. C'était en fait beaucoup, beaucoup plus qu'un nombre. C'était des enfants qui ont perdu leur père, des enfants qui ont passé toute la nuit à pleurer. C'était des femmes qui ont perdu leur mari. Et pourquoi ? Le lendemain, tout le monde voulait se manifester contre cette violence. Mais chacun avait peur
d'être le seul à cause de cette violence. Finalement, les manifestants étaient 10 fois nombreux, et plus il y avait du sang, plus les gens étaient nombreux dans les rues. 40 jours plus tard, Daraa a été assiégée par l'armée syrienne, l'armée de notre pays. On n'avait plus du lait, plus du pain. Et pourquoi? Parce qu'on se manifestait pacifiquement. Les habitants des villages entourant Daraa ont décidé de ramener du lait et du pain, de marcher des kilomètres jusqu'au Daraa, de marcher à pied jusqu'à Daraa, et tout en portant des branches d'olivier pour signaler que leur acte est pacifique. À l'arrivée, l'armée très gentille laisse entrer les manifestants. Une fois qu'ils sont au centre de Daraa, l'armée ouvre le feu. Je peux vraiment affirmer que c'est le pire jour de ma vie. Les gens couraient, des gens tombaient autour de nous, et puis des gens marchaient sur ces gens qui sont par terre et qui sont en train de mourir. Je veux dire, je ne peux pas vraiment vous décrire la scène avec mes mots. D'ailleurs, le quartier le plus proche de ce lieu était le quartier à majorité chrétienne à Daraa. Et les chrétiens ont ouvert leurs portes très grandes pour les blessés. Et d'ailleurs, je connais une femme, amie de ma mère, qui est aujourd'hui à Paris, qui habitait ce jour-là dans ce quartier et qui a accueilli des blessés. Le lendemain de ce jour horrible, je suis passé par cette rue. Et tout ce que je voyais, c'était les chaussures de ces gens qui essayaient de fuir. C'était du lait, du pain, tout mélangé avec du sang. Mais vous savez ce qui est peut-être pire que mourir de cette façon-ci? C'est d'après mon cousin Hamza, être dans une petite prison, voir les gens avec toi mourir lentement et entendre les cris d'autres gens tout en sachant que tu es le suivant. Mon cousin Hamza était un étudiant en droit à Damas, à la faculté de Damas. Il n'a jamais porté d'armes, n'a jamais connu l'arme. Un jour, les polices cassent la porte de chez Hamza et le prennent sous les yeux de sa mère. En bref, la méthode de torture était de le pendre tout en laissant les extrémités de ses pieds toucher une chaise. Il était tout nu et électrisé dans toutes les parties de son corps. Voici une raison pourquoi Hamza est aujourd'hui un réfugié. Heureusement, il a pu résister. Et malheureusement, contrairement à beaucoup d'autres gens qui étaient avec lui. Et c'est pourquoi il est devenu un réfugié. Quant à moi, plusieurs raisons aussi ont fait que je suis devenu un réfugié, que j'ai quitté mon pays. Dont l'une d'entre elles, c'est ce jour-là, quand j'étais avec ma mère, ma grand-mère, ma tante et mon petit frère dans la voiture. Une barrière de police nous arrête, prennent les cartes d'identité pour les vérifier, habituel, puis ils reviennent et prennent ma mère. On était choqués, on ne savait pas quoi faire. Je me suis tourné vers mon petit frère qui avait 10 ans à l'époque. Il était tout silencieux, des larmes coulaient de ses yeux. Ma tante et ma grand-mère essayent de nous calmer, mais commencent elles aussi à pleurer. Ils sont partis avec ma mère et on les a suivis avec la voiture pour quelques centaines de mètres. Et là, ils sont entrés au stade de Daraa. Stade de Daraa, là où on entendait qu'ils exécutaient les gens. Vraiment, la seule pensée que j'avais dans la tête, ou la seule question, était: est-ce que ma mère est vivante à ce moment-là? Est-ce que je vais la revoir? Je ne voulais croire que cela, bien sûr, mais à des moments, je n'imaginais que le contraire. Heureusement, ils lui ont juste posé des questions sur mon père, parce que mon père était activiste dès le premier jour. Il parlait aux chaînes internationaux pour raconter ce qui se passait à Daraa, pour transmettre l'image, parce que le régime syrien interdisait aux médias internationaux d'entrer en Syrie.
Et ma mère est sortie, et après plusieurs menaces, après que mon père soit parti de la Syrie, on a décidé et on a été obligé de quitter la Syrie. Je me rappelle ce jour-là, j'étais allé de chez moi, chez mes grands-parents pour dire au revoir à tout le monde. Et en fait, j'ai appris le jour même que cette nuit, je vais quitter mon pays. J'arrive et j'avais oublié mon parfum chez moi. Je demande à ma mère d'aller chez moi avant d'aller à la frontière pour chercher mon parfum. Et là, ma tante se moque de moi et me dit « Tu vas à Paris et tu vas amener un parfum avec toi ?» Mais vu les prix des parfums à Paris, elle me doit un parfum, absolument. Je me rappelle aussi comment mon ami Omar priait ma mère que je reste chez lui. C'était mon meilleur ami. La voiture est arrivée, je suis sorti et j'avançais vers la voiture. Et plus j'avançais, j'avais ce sentiment, je réalisais qu'en fait demain, je ne serais pas en Syrie, que j'aurais même pas le droit de rentrer dans mon propre pays, de revoir mes proches, mes amis, d'aller dans les endroits où j'ai grandi. Je suis entré dans la voiture et j'ai jeté un dernier regard sur ma grand-mère. Et ces larmes ont touché ce qu'il y a de plus profond en moi. Ma grand-mère, que je ne l'ai jamais vue depuis et que je ne la verrai jamais. Croyez-moi, c'était pas mon choix de quitter mon pays. C'était pas mon choix de choisir ne plus rentrer en Syrie. Et c'était vraiment pas mon choix de ne plus voir ma grand-mère. Malgré tout cela, j'ai traversé la frontière et nous avons pris l'avion à Amman pour rejoindre mon père à Paris. J'ai pris l'avion avec des sentiments divisés entre la Syrie, mes proches, mes amis, et la nouvelle vie qui m'attend en France. Et mon père aussi. Les 2 premiers mois, je les ai passés à faire des papiers, donc je n'étais pas encore à l'école, je ne parlais pas un mot de français. Je suis arrivé en janvier 2012 et je me rappelle, un jour, j'étais allé jouer au foot et j'ai commencé à parler à une fille de mon âge. Et je lui parlais en anglais, elle ne comprenait pas bien l'anglais. Après une longue discussion, elle me pose des questions, donc j'essaie de lui expliquer pourquoi j'ai quitté la Syrie, tout simplement. Et je me rappelle toujours de ce moment, comment elle a ouvert ses yeux grands et m'a regardé, m'a dit « Your father, President Syria ?» Je ne sais pas comment elle est arrivée à cette conclusion. Plus tard, j'ai entendu que c'est ce qu'on appelle un malentendu. Plus tard, j'ai commencé à apprendre le français et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis venu en France et parce que je suis venu en avion. Voir la mer ici en montant, c'est très joli, mais quand je regarde loin, ça me fait très peur. Vraiment, j'adore la France pour tout ce qu'elle m'a offert, la chance, la protection, l'éducation. Et surtout, j'adore les gens que j'ai rencontrés en France. Ces gens qui m'ont toujours aidé, qui étaient toujours souriants, pour lesquels j'étais haïtain mais non pas un migrant. Patrick, Basile et Catherine, cette famille que mes mots ne peuvent jamais les remercier assez, font partie de ces gens-là. Ces très nombreux gens. Cette famille m'a accueilli pendant l'été de 2012 pour m'aider à apprendre le français. Mais ils ont fait beaucoup plus que m'apprendre le français. Ils m'ont fait découvrir la vie française, la culture française. Avec eux, j'ai vécu des moments mais inoubliables. C'est avec eux que ils ne m'ont pas seulement appris le mot optimiste, ils m'ont fait croire en ce mot. C'est avec cette famille que j'ai découvert les fromages français, dont je n'apprécie pas trop l'odeur. C'est avec Basile et ses amis que j'ai sympathisé pour la première fois avec des jeunes Français de mon âge et qui m'ont appris beaucoup de mots dont je n'ai pas le droit de dire la majorité de ces mots ici. Vraiment merci Basile, merci Patrick et merci Catherine.
vous serez toujours l'exemple que je suivrai dans ma vie. Puis j'ai continué mes études. J'étais au lycée d'abord, j'ai obtenu mon bac et maintenant je suis en deuxième année à l'université, je fais des mathématiques. J'ai aussi fait, avec Nicolaina Park, nous avons créé la bande dessinée dont le but est de vous parler comme je vous parle aujourd'hui, de la même manière. J'espère qu'un jour, qu'on aille sauver les gens qui sont en train de mourir en Syrie. J'espère qu'un jour je puisse avoir le choix de rentrer dans mon propre pays. J'espère qu'on puisse y fonder un pays, qu'on puisse fonder une éducation. J'espère que les pays qu'on dit de droits d'homme agissent, qu'ils interviennent. Et j'espère surtout de vous, de tous ceux qui m'écoutent, n'oubliez s'il vous plaît jamais, s'il vous plaît jamais, quand vous pensez à une solution, ou quel que soit quand vous pensez à la Syrie, la racine du problème, comment tout a commencé, n'oubliez pas ce que je vous ai raconté, parce qu'on a toujours tendance à oublier la racine du problème, comment tout a commencé. Merci la France pour tout ce que tu m'as offert. Merci pour tout le monde. J'espère que la France ouvrira ses bras encore plus pour les gens qui ont besoin de protection, d'éducation comme moi, comme la France le faisait dans le passé, comme le fait l'Allemagne aujourd'hui. Et surtout, merci à vous les Français pour ce bon accueil et pour tous ces sourires.